Bonjour et bienvenue à ce webinaire du CNCH qu'on réalise en partenariat avec le laboratoire Zoll, que nous remercions pour le soutien institutionnel. Je suis Walid Amara, j'ai un plaisir d'avoir avec moi Benoît Lequeux. Nous sommes tous les deux d'ailleurs à Paris aux Journées européennes de la Société française de cardiologie, dans deux lieux différents du congrès. Et aujourd'hui, en direct, pour ce webinaire, nous avons prévu de parler de la prise en charge du patient post-décompensation cardiaque. Benoît, tu as une énorme expertise dans ça. Donc, l'objectif, c'est on a maintenant de nouvelles recommandations, c'est la prise en charge d'insuffisance cardiaque, mais de voir comment on pratique, comment on gère ces patients en post-insuffisance cardiaque. Merci, Benoît, pour ta présentation. Bonjour à tous, merci au CNCH de m'inviter pour vous parler de ce sujet en effet. Donc moi je travaille à Poitiers, je suis responsable d'unité de prévention qui gère en fait des patients en insuffisance cardiaque et sur la partie ambulatoire justement. Donc je suis confronté vraiment au sujet. Alors je vais vous mettre la présentation. Hop, voilà. Donc cette présentation est avec le soutien institutionnel de l'entreprise Zoll, les déclarations de conflit d'intérêts. Alors, en fait, quand on prend en charge, et notamment en post-hospitalisation, un patient, en fait, l'idée qu'on a, c'est quand même d'éviter que le patient revienne à l'hôpital sur des réhospitalisations précoces. Donc, il y a deux voies possibles pour éviter ces réhospitalisations précoces et deux champs d'action. Le premier champ d'action, c'est le traitement. Est-ce que le traitement est complet ou non? Et vous voyez qu'il y a plusieurs items dont on va parler. Donc, est-ce que mon patient est volémique? Est-ce qu'on a fait un bilan étiologique complet? Est-ce qu'on utilise bien comme il faut tous les cardioprotecteurs et aux bonnes doses? Est-ce qu'on a traité les facteurs précipitants et les comorbidités? Ça, on va parler de ça. Et puis, il y a tout un pan en fait de parcours de soins. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de parcours de soins maintenant, avec la coordination du patient en post-hospitalisation, comment faire communiquer les acteurs de soins, la place bien sûr de l'éducation thérapeutique. Tout ça, mis bout à bout, en fait, c'est pour éviter finalement euh, l'une des choses les plus importantes, en tout cas dans la prise en charge, c'est éviter que le patient, quand il est hospitalisé, revienne en fait pour ses hospitalisations. Alors, je vais vous mettre une slide sur le parcours de soins du patient. Vous voyez que ça devient assez complexe finalement, puisque le patient qui est au milieu, des différents acteurs vont graviter autour du patient, le cardiologue qu'on voyait à gauche, et puis des nouveaux acteurs qui arrivent, l'IPA, dont vous avez entendu parler, les ISPI de coopération, bien sûr le médecin généraliste, qui est la plateforme indispensable au parcours, des acteurs qu'on met toujours un petit peu peut-être en suspens, le pharmacien, et tout ça dans le cadre maintenant d'organisation de soins, de DAC, de CPTS. Donc, vous voyez que finalement, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour du patient et puis et ce parcours d'insuffisance cardiaque va falloir le mettre en place et c'est justement l'un des objectifs des discussions qu'il peut y avoir au niveau de l'ACTAM, c'est valoriser ce parcours du patient insuffisant cardiaque. Alors, sur les traitements, donc vous savez bien, on a des nouvelles recommandations en prise en charge d'insuffisance cardiaque qui finalement paraissent relativement simples et finalement qui sont compliquées et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le management en fait est sur une ligne horizontale alors qu'avant on avait un schéma vertical avec une algorithmique qui était quand même plus simple. Et puis finalement quand on a ces recommandations, on se retrouve avec une certaine popote, une certaine cuisine à faire puisque mettre les traitements c'est bien, mais après manipuler les traitements, finalement, c'est pas si simple que ça et je vais vous montrer pourquoi. Alors, les traitements, vous savez qu'il y a des recommandations très claires, hein, c'est des niveaux de preuve très forts, 1A, avec, je vais vous en parler juste après, donc le sacibutril valsartan, qui est une recommandation 1B, mais pour des raisons d'une étude, en tout cas randomisée, et en remplacement de l'IEC, contrairement aux recommandations ACC que je vais vous montrer juste après. Et donc, qu'est-ce qui est dit dans ces recommandations? Il faut mettre les traitements, et je remercie donc le CNCH de ne pas m'avoir demandé de parler de comment mettre les traitements pendant l'hospitalisation, puisque c'est beaucoup plus simple de savoir comment le faire après. Il n'y a pas de recommandation, vous savez, comment mettre ces traitements pendant l'hospitalisation, à tel point que vous voyez qu'on demande de mettre ces traitements, les 4 traitements, et c'est un niveau, donc une classe 1, mais sur une recommandation d'expert, puisque vous n'avez pas d'étude qui permet de dire comment mettre ces traitements rapidement avant la sortie de l'hôpital. Contrairement aux recommandations de la CC à l'achat, vous voyez que là, il se mouille un petit peu plus en disant les patients qui ont une pression d'éjection altérée avec un niveau NYHA de 3, on recommande l'utilisation en priorité des ARNI, donc de l'Entresto,
par rapport aux bénéfices-risques. Et vous savez que l'étude Paradigme comparait en fait l'Entresto à un IEC de référence. Donc là, ils vont un petit peu plus loin par rapport aux recommandations de l'ESC. Alors, si on regarde un petit peu comment séquencer le traitement du patient, vous avez cette étude, en tout cas de Lick, alors qui ne répond pas à la question comment mettre tous les traitements rapidement, puisque vous voyez qu'il y a un séquençage qui a été analysé pour voir si est-ce qu'il y avait une séquence plus adaptée qui entraînait une réduction plus importante en termes d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de mortalité tout en haut, ou une mortalité toute cause. Et le séquençage conventionnel que vous avez en séquence 1, c'est l'ancien séquençage qu'on utilisait, et le nombre que vous avez, c'était le nombre de semaines. Vous voyez qu'on mettait un IEC, 6 semaines, on rajoutait un bêta-bloquant, 6 semaines, un MRA, 4 semaines, un ARNI éventuellement en switch 6 semaines, et l'IGLT2, 2 semaines. Donc, par rapport à ce séquençage, regardez en termes d'événements ce qui se passe. Si vous avez un séquençage qui est beaucoup plus rapide, alors attention, on parle de séquençage en semaine, là, on parle même pas de séquençage en jours, puisque encore une fois, il n'y a pas d'étude actuellement. On parlera d'une étude française juste après. Vous voyez que ce séquençage rapide, quand vous avez ce séquençage rapide avec un inhibiteur GLT2, un MRA mis rapidement, un ARNI, un bêta-bloquant, vous voyez que ça soit en mortalité toute cause ou en oscillation et mortalité cardiovasculaire, une réduction significative des événements à droite. Donc ça vous montre qu'aller plus rapidement permet de gagner en termes de morbimortalité. Autre étude récente de Trump en 2022, quel est le meilleur, l'assemblage des meilleurs traitements et ce qui va justement un petit peu en faveur des recommandations de l'ACC à achat par rapport à l'ESC, par rapport notamment aux ARNI. Vous voyez ce qui se passe. En fait, finalement, la meilleure séquence qui permet de réduire le mieux la mortalité toute cause, c'est l'assemblage d'un ARNI, donc l'Entresto, le bêta-bloquant, un anti-aldostérone et l'inhibiteur GLT2, avec une réduction, vous voyez, la plus significative. Et si on enlève l'inhibiteur GLT2, qui n'existait pas finalement sur les études précédentes, vous avez toujours une différence, vous voyez, ARNI bêta-bloquant MRA est meilleur qu'un IEC bêta-bloquant MRA en termes de réduction du risque de mortalité. Et donc, ça appuie le fait de dire qu'il faut assez rapidement mettre l'Entresto, ce qui est assez logique par rapport à l'étude Paradigme. Et c'est pour ça que les recommandations de l'ACC le mettent en première attention. On a exactement la même chose quand on regarde la mortalité cardiovasculaire ou les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Vous voyez que la meilleure association, c'est l'association ARNI bêta-bloquant MRA inhibiteur GLT2 de loin, une réduction la plus significative en termes d'événements. Et pareil, quand vous regardez différence entre l'Entresto et un bloqueur du système rénine-angiotensine, c'est l'association ARNI bêta-bloquant et MRA qui est la plus bénéfique pour le patient. Alors, cette notion d'indépendance de classe, je vais vous citer un exemple. Ça, c'est pour dire que chaque traitement est indépendant et son utilisation ne dépend pas de l'utilisation d'un autre. Je vous ai pris 2 exemples. Là, c'est dans l'étude Paradigme en haut, avec est-ce que le fait d'avoir ou pas un anti-aldostérone dans le traitement change la donne en termes de primary endpoint ou de mortalité. Vous voyez que dans cette étude, que vous ayez ou non un anti-aldostérone, donc de façon indépendante, que le patient ait ou pas un traitement, vous allez toujours avoir un bénéfice de l'Entresto par rapport à l'enalapril. Pareil, quand vous regardez la DAPA-HF, exactement la même chose, que le patient ait ou non un MRA est toujours en bénéfice de la dapagliflozin. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, que ces traitements-là et l'assemblage, et vous me voyez un petit peu venir sur le fait d'avoir l'utilisation de plusieurs traitements plutôt qu'un traitement à plus forte dose, en fait, on va bloquer différents cibles de l'insuffisance cardiaque et on aura un bénéfice à avoir l'association de ces 4 traitements le plus rapidement possible. Donc, l'EDA découle des notions en fait qui ont été données sur la recommandation de l'ESC, à savoir que tous les traitements fondamentaux réduisent la morbimortalité très rapidement. Ça, je vous ai pas montré les slides pour vous pas surcharger le topo, mais c'est dès l'instauration qu'on a un bénéfice en termes de morbimortalité pour chaque traitement de façon indépendante. L'efficacité de chaque classe, donc comme là je vous l'ai montré pour un exemple, et elle est vraie sur toutes les autres classes. L'efficacité de la classe est indépendante de l'utilisation des autres classes de traitement. Et donc, finalement, lors d'historique de développement, on prenne les IEC en première intention, puis les bêta-bloquants, les MRA, les inhibiteurs GLT2, ne sont pas pertinents. Il ne faut pas avoir donc
cette vision en fait verticale, mais en effet plus cette vision horizontale. Et surtout que il est important, est ce que je disais tout à l'heure, que finalement, c'est les faibles doses de départ des médicaments qui présentent des avantages plutôt que augmenter fortement en fait les dosages d'un traitement et d'attendre que ce dosage soit fort pour passer en fait à d'autres blocages de cibles thérapeutiques. Alors, je vous reprends ma petite slide pour vous dire que c'est bien de mettre très rapidement les traitements, mais on a tous des cas de figure quand on a vu ces recommandations à mettre tous ces traitements. Et j'insiste toujours sur le fait, et quand je le dis aux internes, qu'on utilise quand même des médicaments à pouvoir volémique indépendant, c'est-à-dire que quand vous mettez un ARNI avec le sacibutyl, vous avez un effet natriurétique. Quand vous utilisez un antialdostérone, vous avez un effet natriurétique. Quand vous utilisez le Lasix, donc vous avez l'effet diurétique directement, et quand vous utilisez l'inhibiteur GT2, vous avez l'effet diurétique. Donc, attention à l'atterrissage, et ça, c'est vraiment le message important, c'est-à-dire que quand on manage son patient en sortie d'hospitalisation, il faut, et les recommandations nous disent, revoir le patient. Alors, je sais que c'est pas facile, mais on est sur de la titration de traitement, on n'est pas sur de la consultation diagnostique, donc on a tous la capacité, et peut-être qu'on aura justement des aides par rapport aux IPA, aux ISPIC, de revoir les patients, vous voyez, ce qui est recommandé, 1 à 2 semaines après la sortie de l'hôpital, pour évaluer donc les signes congestifs, la tolérance des drogues, et pouvoir augmenter les thérapeutiques après derrière. Mais attention à cet atterrissage, notamment volémique. On a tous eu des patients qui sont sortis avec plus ou moins des bilans biologiques faits, qui se retrouvent en insuffisance rénale fonctionnelle, par justement un effet volémique important par rapport aux différentes classes thérapeutiques utilisées. Alors, je ne peux pas ne pas citer cette étude française par Alexandre Mebazaa, qui a un petit peu jeté, ou en tout cas mis une pierre à l'édifice. Donc, il y a une étude, pour la citer quand même, qui fait partie du top 10 des papiers du Open Heart Journal dans l'insuffisance cardiaque et cardiomyopathie. Et donc, Strong HF, c'était une étude pour voir justement si l'optimisation rapide par rapport à une optimisation classique était bénéfique et safe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de souci justement si on allait trop vite. On voit que le design de l'étude était assez simple. En haut, donc intensive care, le patient sort avec une optimisation on vise la moitié des doses recommandées des différents thérapeutiques versus un usual care en bas. On revoit le patient quand même une semaine après parce qu'on y va vite. Et c'est encore une fois le message, c'est de dire pour l'instant, il n'y a pas d'étude qui valide justement cette safety d'utilisation des traitements très rapidement de sédation. Donc là, dans cette étude, on regardait ce qui se passait à une semaine sans toucher au traitement. C'est-à-dire qu'à une semaine, on voyait juste la tolérance du traitement. Et puis là, par contre, après, on montait les doses avec, vous voyez, une optimisation à la deuxième semaine, troisième semaine. Donc là, on n'est plus sur ce que je vais montrer tout à l'heure, sur des optimisations de traitement en termes de nombre de semaines. Vous voyez que très rapidement, le patient, à 2-3 semaines, on vise les doses optimales. Et dès 2 semaines, on vise cette dose optimale versus, vous voyez en bas, on laisse le choix aux praticiens de suivre son patient et d'augmenter les thérapeutiques en fonction des pratiques communes, alors, qui peuvent différer en effet d'un centre à l'autre. Mais bon, l'idée, c'était en tout cas d'aller et de forcer cette optimisation. Et on gardait donc à 90 jours et 180 jours sur les critères de mortalité et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc là, c'est juste pour vous montrer le profilage des patients qui est homogène dans les deux groupes. Il n'y a pas de différence significative avec des patients standards, en tout cas, dans nos études. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'il y a un bénéfice, vous voyez, à gauche, en termes de mortalité toute cause et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque à 180 jours, avec une distorsion des courbes, vous voyez, qui se fait déjà à 1 mois, 45 jours. Donc, c'est-à-dire que le fait d'avoir rapidement optimisé, le patient va dans le fait de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les traitements d'insuffisance cardiaque ont un effet bénéfique dans le premier mois. Donc, c'est clair que si vous attendez 3-4 mois pour mettre un autre traitement, vous perdez les bénéfices de ce traitement. Et là, on le voit très bien dans l'étude. La mortalité toute cause, par contre, là, dans cette étude, ne ressortait pas. Juste une slide pour vous montrer que la safety est bonne. Et ça, c'est le message important. C'est de dire que c'est bien pour le patient, mais est-ce qu'on n'est pas délétère sur le reste? Et il n'y a pas de différence, vous voyez, à 90 jours en termes d'événements sérieux dans les deux bras intensifs versus usual care. Et vous voyez ce qui se passe sur les traitements, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est l'optimisation des traitements, que ce soit en termes de bloqueurs du SRA, en termes de bêta-bloquants ou en termes d'anti-aldostérone. Et vous voyez que les patients en rouge, quand on regarde à 90 jours le nombre de patients qui sont aux doses optimales
maximale. On a 50% des patients qui sont donc aux doses optimales et on monte jusqu'à plus de 80% pour les gens qui sont juste, ces patients qui sont juste en dessous des doses optimales, que ce soit pour les IEC, les bêta-bloquants et les anti-aldostérone. Et vous voyez ce qui se passe en termes de usual healthcare, c'est-à-dire que votre patient qui n'est pas en prise en charge, donc qui est dans le soin standard, et qu'il y a très peu de patients qui ont, dans l'exemple à des IEC, un dosage maximum de bloqueurs du STRA, pas d'IEC forcément d'ailleurs, enfin, tous les bloqueurs du STRA, vous voyez qu'il n'y a que 30% des patients qui ont la moitié des doses. Donc finalement, c'est important de prendre en charge rapidement le patient et vous voyez que quand on laisse un peu dans la nature, les traitements sont pas optimisés correctement. Alors, je vais pas avoir de recette particulière à ce jour, faute de publication et faute de choses claires sur comment, justement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il y a quand même une difficulté à savoir comment manager les traitements, parce qu'une fois que vous les avez tous en place et que les 4 traitements sont en place, après, lequel va être augmenté particulièrement. Donc ça, vous avez ce papier de Rosano qui est en fait, finalement, a l'air relativement simple, mais quand vous regardez le détail, il vous donne des petits cas de figure sur est-ce que ma fréquence cardiaque se situe sur tel domaine, est-ce que ma tension artérielle est au-dessus d'une certaine valeur, est-ce que le patient fait de la fibrillation, est-ce que le patient a de l'insuffisance rénale. Donc finalement, tous ces cas de figure font que il n'y a pas d'algorithme très clair pour l'instant sur comment manager l'augmentation des traitements. Il faut faire attention, et là, c'est des cas de figure et des phénotypes particuliers qui font, à mon sens, la complexité, en tout cas l'optimisation fine, une fois que les traitements sont en place. Après, on a des traitements qui sont plus simples de management, en effet, puisque quand vous avez un inhibiteur GLP2, il n'y a qu'un seul dosage, l'anti-aldostérone, il y avait rapidement le dosage recommandé, c'est plus la gestion des bloqueurs du système rénine-angiotensine et des bêta-bloquants qui, là, si vous avez des faiblesses tensionnelles, savoir comment les manager, c'est là que ça peut être un petit peu plus compliqué. Une fois que vous avez mis votre thérapeutique médicamenteuse, il ne faut pas oublier, et ça on discute souvent avec les rythmologues pour leur dire, attendez qu'on s'occupe de notre patient, et il ne faut pas quand même oublier les recommandations d'implantation des thérapies électriques, puisque vous avez des recommandations chez les patients qui sont optimisés et 3 mois d'optimisation. Donc, ça veut dire que vous voyez, il faut quand même aller vite sur l'optimisation. Mais une fois que votre patient garde des critères, en tout cas électriques, d'indication de défibrillateur ou pacemaker que je vous ai mis là, vous voyez que si votre patient est en rythme sinusal avec persistance d'un bloc de branche gauche supérieur à 150 millisecondes, on rentre dans les indications de CRTP ou CRTD. Si le patient a une cardiopathie ischémique, on est sur un défibrillateur. Et si votre patient a un rythme sinusal avec un bloc de branche gauche moins important entre 130 et 149 ou un bloc de branche gauche supérieur à 150, là, on est sur une recommandation plus faite CRTP, CRTD. Et s'il est non ischémique, on est sur l'indication d'un défibrillateur. Donc, je ne vais pas forcément détailler, mais en tout cas, ça, le message pour vous dire que, et on sait, en France, en dessous des indications et en tout cas des patients implantés, faute d'avoir accès peut-être à un centre, mais en tout cas, il faut dire, attendons l'utilisation des traitements d'insuffisance cardiaque qui marchent pour récupérer en termes de fraction d'éjection, avec ce cut-off de 35% toujours, bien sûr. Mais si ça ne marche pas, ou en tout cas si ce n'est pas suffisant, n'oublions pas qu'il y a des indications de CRTP, CRTD qui sont bien notées dans les recommandations. Je vais pas détailler, mais en tout cas, ne l'oublions pas. Et n'oublions pas qu'il y a quand même, sur ces patients qui sont à risque, puisque sur des fractions d'éjection très altérées, vous savez qu'il y a des risques de mort subite. Donc, même si on va vite sur l'implémentation des traitements d'insuffisance cardiaque, il ne faut pas oublier, je pense, la LiveVest. Alors, c'est pareil, il faut être en accord avec un centre d'implantologie pour les défibrillateurs. Et je vais juste remis les indications, en tout cas, de la LiveVest, qui sont donc, quand vous avez explanté un défibrillateur, ça c'est pas celle qui nous concerne pour infection et dans l'attente de la réimplantation. Celle qui nous concerne, donc c'est en attente de transplantation, donc un patient qui n'est pas ischémique, mais qui a une indication de transplantation, patient jeune, donc qui serait éligible à la greffe. On peut lui mettre la LiveVest en attendant justement de voir si le patient récupère. Donc ça, c'est une bonne indication de la LiveVest. Et l'autre indication, vous voyez que c'est le patient qui a une cardiopathie ischémique, avec une fraction d'éjection altérée en dessous de 35%. Et là, dans l'attente justement de savoir si le patient va récupérer, vous êtes sur une indication potentielle de la LiveVest. En dehors de ça, si le patient n'est pas éligible à une greffe
et qu'il a une fraction d'éjection altérée et qu'il n'a pas de cardiopathie ischémique, normalement, sauf cas très particulier, vous n'êtes pas dans l'autorisation, en tout cas le remboursement de la LVS sur cas de figure. Donc voilà. Donc, ça, c'est important, ça existe. Si on a peur, et c'est vraiment toujours ça, hein, moi je sais que quand je discute avec les rythmologues, il y a toujours la peur de se dire mais mon patient a 15% de fraction d'éjection, son risque rythmique est important. Ben oui, en effet, son risque rythmique est important. Et justement, la LVS est là pour répondre dans ces cas de figure que je viens de vous donner à cette problématique. Et encore une fois, c'est directement avec le centre implanteur d'un défibrillateur qui gère justement la LVS. Alors juste, c'est un petit peu mon dada sur la carence martiale. Je pose toujours la question de savoir est-ce qu'une hémoglobine normale élimine une carence martiale. Que là, on est dans la prise en charge des comorbidités. Il faut savoir que la carence martiale arrive bien avant en fait une anémie et que le retentissement en fait fonctionnel, et notamment sur le plan cardiomyopathie, une carence martiale est déjà présent même avant, vous voyez sur ce schéma, une anémie. Donc, il ne faut pas attendre que le patient ait une anémie pour dépister la carence martiale. Et on le sait sur l'étude Carenfer qui a été réalisée en 2022, vous voyez que votre patient, il soit insuffisance cardiaque à fonction légère altérée ou préservée, dans en gros 50% des cas, que ce soit les deux types de fraction d'éjection, quel que soit le type de fraction d'éjection, en gros, 50% des patients sont carencés. Donc, sur les recommandations, on nous dit qu'il faut rechercher cette carence martiale et un message, le fer féroce ne marche pas dans la correction de cette carence martiale. Seul le fer injectable a une indication, en tout cas, pour corriger cette carence. Vous voyez que les indications, c'est donc pour l'instant, parce que les études sont en cours et arrivent dans la fraction d'éjection préservée, mais pour l'instant, c'est fraction d'éjection en dessous de 50% avec une carence martiale absolue, avec une ferritine en dessous de 100 ou fonctionnelle avec une ferritine entre 100 et 300 et un CST inférieur à 20%. Vous avez une indication de fer injectable que je vous ai résumé ici sur un papier de McDonald's, à savoir que vous avez les critères de carence. Vous regardez le statut de votre patient, est-ce qu'il a une anémie associée, bien sûr, parce que s'il a une anémie, il faut quand même aller chercher les causes potentielles d'anémie, donc de saignement qu'on peut avoir notamment chez des patients qui ont des traitements anticoagulants. Si vous avez donc confirmation de cette carence, vous allez traiter votre patient par du fer injectable selon son poids et son statut hémoglobine. C'est pour ça qu'on peut être amené à faire plusieurs doses de fer injectable. Et surtout, on n'oublie pas de vérifier en général à 3 mois si on a bien corrigé cette carence, parce qu'il peut arriver que la carence perdure ou en tout cas revienne. Et si c'est pas le cas, 3 mois, on peut refaire du fer injectable. Ce qui est recommandé de faire sur celui de son patient, ça fait partie un peu du check-up du patient qu'on voit annuellement, c'est de penser à faire une recherche de carence martiale annuelle, parce que la carence martiale peut revenir, et donc on peut refaire du fer injectable si nécessaire. Alors pour finir, on n'oublie pas les choses quand même qui sont essentielles, qui sont souvent malheureusement oubliées et qui sont dans les recommandations en vert. Vous voyez, en vert, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en vert, c'est les recommandations 1A, qui sont la rééducation cardiaque et le multidiscipline management avec l'éducation thérapeutique. Vous voyez que c'est une recommandation 1A à adresser ces patients en rééducation, peut-être quand ils peuvent faire de la rééducation. C'est une recommandation 1A, c'est-à-dire que vous allez diminuer, on va commencer par ça, vous allez augmenter les capacités cardiaques de votre patient, vous allez améliorer ce qui intéresse le patient, c'est sa qualité de vie, et vous allez réduire le risque de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, c'est le même niveau de preuve que les traitements, les 4 fantastiques qu'on vous a cités, c'est exactement la même chose. Et l'éducation thérapeutique, c'est pareil, l'accès à l'éducation. Malheureusement, tous les patients n'ont pas accès à ces programmes d'éducation thérapeutique, et pourtant, ils sont en niveau de preuve 1A, et ils réduisent également le risque de réhospitalisation et de mortalité. C'est vraiment important. Alors, il faut avoir accès à ces programmes. Malheureusement, tout le monde n'y a pas accès, mais ça fait partie du pan. On parle des traitements, etc. Et le disease management, l'éducation thérapeutique, les associations de patients qui nous aident pour monter ces programmes d'éducation thérapeutique qui sont part entière, justement, maintenant, dans la prise en charge du patient à insuffisance cardiaque. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir le développer au maximum. Donc, si j'avais des messages, en fait, à retenir de ce suivi post-hospitalisation, clairement, pour un cardiologue qui voit son patient en sortie d'hôpital, il faut qu'il y ait ces 4 fantastiques, on les appelle comme ça, faible dose plutôt qu'un séquençage en thérapie pleine dose. Donc, si vous avez un patient en ville ou en post-hospitalisation ou que vous revoyez à l'hôpital, derrière, la première question à se poser, c'est est-ce que les traitements sont en place?
Et s'ils ne le sont pas, et moi, c'est ce que je fais en consultation, je me donne la raison de savoir pourquoi je ne l'ai pas fait, parce qu'en fait, il faut se donner une raison de dire je n'ai pas mis ce traitement parce que telle raison, ou je n'ai pas augmenté le traitement par telle raison. Et ça, je pense que c'est un beau message, c'est de se poser toujours la question et de mettre dans un compte rendu traitement optimisé, je n'augmente pas parce que, et on se donne la raison, comme ça, on réfléchit pour savoir si on a une bonne raison de ne pas le faire. Donc, comme je vous l'ai montré, c'est vrai qu'il faut rapidement mettre ces traitements, mais attention à l'atterrissage. Et encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui valident. C'est juste un avis d'expert pour dire qu'on met ces traitements rapidement. Alors, c'est vrai qu'en pratique, ça se passe plutôt bien maintenant qu'on a un peu essuyé les pots cassés des managements post-sortie ou de biologie qui se dégradent avec les insuffisances rénales. Donc, en pratique, on a l'impression que ça se passe plutôt bien. Faut toujours, et ça je le remets, et c'est vrai que quand vous voyez les études de resynchronisation, de défibrillation, souvenez-vous sur ces études, à chaque fois il y a marqué traitement optimisé. Et encore une fois, le traitement optimisé sur les études, ces études n'intégraient pas l'antesto, n'intégraient pas les inhibiteurs GLT2, donc on a encore de l'argumentaire supplémentaire pour dire que les traitements sont efficaces pour récupérer en termes de fraction d'éjection. Donc laissons le temps à l'insuffisance cardiaque et en tout cas au traitement d'insuffisance cardiaque qui sont efficaces pour voir si le patient récupère. Et à 3 mois, c'est la date qu'on retient pour la réévaluation, là, si en effet on n'a pas été suffisamment efficace, là, il faut pas qu'il y ait de perte de chance et en tout cas adresser à son patient à des centres implanteurs pour décider de l'implantation d'un défibrillateur ou d'un défibrillateur avec resynchronisation. Et surtout, donc, dernier message, on n'oublie pas les grands classiques qui sont oubliés malheureusement, qui sont, comme je vous l'ai dit, le TP, la rééducation, et puis les comorbidités, j'en ai parlé une qui est vraiment la plus importante, il y en a d'autres bien sûr, et vraiment important à manager. Voilà, c'est tout pour mon topo, Walid. Merci, merci beaucoup pour cette présentation qui est très claire. Est-ce que tu avais parlé du gilet défibrillateur portable? Est-ce que finalement, comment dans ta pratique tu vois les choses? Moi, je vois que beaucoup des gilets défibrillateurs portables sont mis essentiellement dans les cardiopathies, bien sûr ischémiques, après un infarctus par exemple, ou après une revascularisation. Est-ce que finalement, est-ce que tu penses qu'il y a une partie immergée de l'iceberg qui est notamment les patients qui ont une cardiopathie ischémique, chez qui justement c'est les patients du jour que vous adaptez les traitements d'insuffisance cardiaque, et cela peut-être que j'ai l'impression qu'on n'y pense pas assez. Qu'est-ce que tu en penses? Clairement, alors moi, le plus gros que je vois des patients, en tout cas dans mon centre, c'est les cardiopathies ischémiques après son injection altérée. En gros, c'est les MADIT et on attend une récupération. Donc c'est vrai que c'est le plus gros que j'ai de pool de patients, c'est cela en tout cas dans mon centre. Les CMD, souvent les CMD à coronaire saine, dans en tout cas la pratique que j'ai, sont souvent des patients qui sont malheureusement pas forcément éligibles à la greffe. Donc du coup, j'en ai beaucoup moins. Mais je pense que, enfin, après moi c'est un peu biaisé. J'ai un exercice, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais j'ai un exercice mixte libéral et hospitalier. Et c'est vrai que dans la part hospitalière, je pense que c'est quand même bien. On est un centre implanteur, donc du coup on a une réflexion un petit peu différente. Mais en tant que centre implanteur, le message est bien passé de laisser la chance au traitement. Et je trouve que j'en ai beaucoup de l'IVEST dans ces indications. Je trouve que dans en tout cas la cardiopathie ischémique, le patient qui a fait un infarctus avec une fraction d'éjection altérée, je vois beaucoup de patients en post-hospice qui ont leur live vest et qui attendent de voir si on récupère ou pas. Et je pense que tu confirmeras que l'avantage finalement, c'est que ça fait rentrer le patient dans un workflow très clair et qu'il est suivi parce que le fait qu'il ait gilet défibrillateur portable fait que s'il a été oublié, s'il a raté un rendez-vous, c'est lui-même qui va le reprendre rendez-vous pour être sûr. Docteur, n'oubliez pas, on est à 3 mois. Qu'est-ce Oui, qu'on fait? tout à fait. Il y en a certains, en effet, de temps en temps, l'été, qui peut être passé un peu à travers les mailles, qui se retrouvent avec un peu plus longtemps. Mais en effet, ils sont dans un parcours, on va dire, vertueux. Et c'est-à-dire, ce parcours vertueux, c'est de dire, et eux le savent, c'est-à-dire que quand ils sortent d'hospitalisation, ils savent que c'est dans l'attente que les traitements, donc ils ont notion qu'on est en train de mettre des traitements, qu'on essaie d'adapter. Donc, ils voient très bien qu'on essaie de tout faire pour que ça récupère. C'est vraiment le message. Et le message, c'est que ça récupère. C'est important. Est-ce que tu arrives finalement à les faire sortir avec les 4 fantastiques dans la vraie vie? Alors, je suis assez surpris finalement parce qu'on voit, nous, post-hospitalisation, tous les patients qui passent dans le service. On a quand même une grosse majorité de patients qui se retrouvent dans le cadre de Strong, en fait. C'est-à-dire que
le message qui a été passé dans le service, c'est de dire allez-y sur vraiment les toutes petites doses, etc. En général, on met le bêta-bloquant en fin d'hospitalisation. C'est vraiment le dernier traitement qu'on met en place, même à petite dose. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, hein, tu es sur un traitement en bêta-bloquant, style bisoprolol, 1,25, 2,5, c'est peu, mais ça a été amorcé. Et donc, finalement, en pratique, on va dire que 80% des patients, en gros, ont les 4 traitements. Il reste ces 20% où là, en effet, il faut se poser la question quand ils sont en post-hospitalisation, c'est est-ce qu'on peut pas mettre ce 4e traitement et pourquoi on l'a pas fait si on l'a pas fait. Et finalement, est-ce que finalement le fait qu'ils aient des inhibiteurs SGLT2 fait qu'on donne des doses plus faibles de diurétiques, ou voire parfois pas du tout? Ah bah très clairement, hein. Donc là, sur les corps de celui qu'on a, en effet, le message, c'est de dire que les diurétiques, c'est un traitement de l'inflation hydrosodée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 3 médicaments à effet natriurétique. Quand vous mettez donc l'Entresto, l'Aldactone et puis l'inhibiteur GLT2. Et donc, nous, on a sur notre corps de pression inflation injection altérée, quand ils sont sur l'inhibiteur GLT2, en gros, on a entre 20 et 30% de patients qui n'ont plus de diurétique de lance. Il y a plus de Lasix. Mais parce qu'ils ont quand même des traitements à côté diurétiques, hein. Donc, et les pots cassés qu'on a eu, des insuffisances rénales avec des patients qui rentraient avec 400 de créate, c'est des patients qui avaient gardé des grosses doses de Lasix avec des traitements donc mis en place et malheureusement qui n'ont pas été forcément bien suivis. Donc voilà, mais ça c'était au début. Maintenant, le message est passé de dire on fait une biologie systématique. Et d'ailleurs, regarde dans Strong HF, exactement ce qui s'est passé à une semaine, c'était de voir la safety. Ils n'ont pas adapté des traitements. C'est à une semaine, ils regardent cliniquement et biologiquement si le patient tolère bien ces traitements mis rapidement pendant l'hospitalisation. Non, mais je pense que cette étude elle est juste géniale parce qu'elle permet de montrer que finalement des recettes simples, faire sortir les patients avec les bons traitements d'emblée, eh ben, finalement, a répondu à ces questions pratiques et qui impactent la pratique de tous les jours. Exactement. Ben, en tout cas, mille merci pour cette mise au point très claire sur la mise en place des traitements en post-insuffisance cardiaque. Merci à tous de nous avoir suivis. Les webinaires du CNCH continuent. Le prochain webinaire est prévu le jeudi prochain, c'est le 19 janvier à 18h. Et alors, c'est cas clinique, comment je gère mon insuffisance cardiaque. Donc, j'échapperai à la prise en charge hospitalière. Je pense que mes collègues qui feront les cas cliniques n'y échapperont pas. En tout cas, on est toujours sur la thématique assurance cardiaque. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.